Ça va? Ouais, c'est parfait. Impeccable. T'es tout seul là-bas? Ça suffit? Avance, bon, allez, on place. Tu vas bien? Bon, vous avez fait bonne route? Ça va, pied, moi c'était. Là c'est assez chaud. C'est pas très loin. Je suis mince. Ça roule bien? Vous avez vu les débats pathétiques là, assemblés sur les. C'est le projet. Le niveau, je sais. Je suis dépité, ça me décourage même d'aller manifester parce que t'en viens de dire, tu te mets à la remorque finalement de LFI, je crois LFI, et puis Ça veut dire, je pense qu'il faut quand même manifester. oui, non, Bonjour messieurs. qui vient là, c'est toi. Comment vas-tu? Oui. Et toi? Bien. Il y a trop de touristes sur la route. C'est le retour du tourisme. Ah mais tu pars jamais en fait, c'est pas les mêmes. Mais là, il n'y a pas les touristes qui viennent de loin, mais là on voit qu'il y a les touristes des voisins immédiats, Espagne, Allemagne, on les entend, on les reconnaît aussi. L'arrivant de gens qui partaient, moi j'en sais rien, mais Ouais messieurs. Santé. c'est j'ai envie. Par contre, hein, Bon, À l'avenir. à l'avenir. Croisez, attention. alors, quels sont les sujets qui vous ont marqué cette semaine? Des anecdotes ou des infos qui vous ont un peu comme ça excité? Yann? Bon, moi, c'est toujours le sujet, enfin, c'est toujours le conflit en Ukraine. Hein. Ça approche de l'anniversaire en plus. Des 1 an du début de l'invasion en fait, russe sur le territoire reconnu internationalement comme ukrainien. Et avec les rumeurs d'offensives de part et d'autre et disons les remous au niveau diplomatique qui pourraient conduire à une réouverture de négociations, le sujet est un peu relancé. Il était retombé, disons, après l'été dernier où il y avait eu paralysie du front, et c'est une reprise après des événements aussi du Nord Stream, etc. Donc il y a une actualité de plus en plus brûlante sur le sujet. Donc, sur Nord Stream, on parlera peut-être. C'est Seymour Hersh, ça, qui a sorti un papier qui a fait du bruit, puisque Une espèce de petite bombe, oui, qui n'est pas confirmée totalement. Mais ça semble confirmer les intuitions que tout le monde avait sur l'origine du sabotage, quoi. Ah, c'est pas un clown, c'est mourir. Oui, c'est Pulitzer, mais que tout le monde avait au niveau d'intuition. Quand on écoutait les grands médias et les sources officielles, le premier suspect était la Russie. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne à ce moment-là où, sans désigner de coupable, parce qu'on ne peut jamais savoir à 100% qui est le coupable, j'expliquais qu'avec tout le faisceau d'indices, on tendait plus à disculper la Russie, à pointer du doigt l'OTAN et en particulier les États-Unis, compte tenu des intérêts des uns et des autres. La Pologne, où il se trouve, ce que dit Seymour Hersh, ça veut dire que ce sont les États-Unis avec le soutien local de la Norvège, qui est aussi dans l'OTAN. Donc évidemment, on n'a pas de preuves définitives, parce que lui-même dit avoir des sources, mais sans les annoncer, c'est des sources finalement orales et autres qui lui ont donné. Donc c'est très compliqué, mais en tout cas, ça rebat les cartes, et surtout, ça pose la question, je pense, de l'action de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, à l'époque, Ursula von der Leyen avait quand même expliqué que c'était un acte de guerre contre l'Europe. Donc généralement, un acte de guerre, il y a des répercussions, et là, c'est comme si Nord Stream n'existait plus depuis des mois, et que plus rien se passait. C'est quand même assez surprenant. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'écho dans la presse. Enfin, j'ai pas l'impression. Il y en a eu un peu. La presse française. La Tribune et le Figaro, c'est les deux seuls médias que j'ai vus qui ont fait une dépêche très. Non, mais il faut dire qu'en France, on est dans une situation un peu particulière avec ce gazoduc, parce que il concernait surtout l'Allemagne, qui était le pays récipiendaire où allait arriver le gazoduc, qui ensuite éventuellement redistribuait à ses voisins. Mais nous, en France, compte tenu à la fois de la structure de notre mix électrique, de nos fournisseurs de gaz, on est assez peu, on a assez peu de liens
direct avec Ouais, Nord ça Stream. part un C'est peu plutôt loin. à travers les organisations internationales dont nous sommes membres éminents, l'Union Européenne qui est une organisation internationale sans vraiment l'être, et l'OTAN, parce que nos alliés sont concernés par ce gazoduc, que nous sommes concernés. Mais en soi... Il y a quand même le fait que le prix du gaz influe sur le prix de l'électricité en France. Oui, donc c'est à chaque fois à travers nos engagements, Ouais. jamais directement. Alors, je suis d'accord sur l'approvisionnement. Donc, la France ne risquait pas sérieusement de pénurie de gaz. En revanche, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Antoine, c'est-à-dire que ça a joué sur le prix du gaz. Donc, quand même si l'approvisionnement en gaz, c'est pas le numéro 1 du mix énergétique français, quand le prix augmente, c'est un coût pour l'économie, et surtout le problème du marché de l'électricité de l'Union européenne qui indexe artificiellement le prix de l'électricité sur le gaz. Et on va peut-être parler, on parlait d'actualité tout à l'heure de la réforme des retraites, mais je veux dire, il faut quand même avoir des ordres de grandeur, et le fait que la France doive payer pour un bouclier tarifaire pour protéger artificiellement de ce mécanisme de fixation des prix, ça a quand même coûté sur l'électricité plus de 45 milliards d'euros. Pour les retraites, on nous parle de notre déficit éventuel en 2030 de 10 milliards d'euros. Donc c'est pour donner des ordres de grandeur et se rendre compte du gâchis financier énorme qu'il y a là-dessus au nom d'une idéologie qui est celle de il ne faut pas déroger au mécanisme de l'Union européenne. C'est complètement absurde. Alors même que c'était l'occasion, justement, de revenir dessus. De s'affranchir un peu de ces servitudes. J'ai profité des dysfonctionnements pour agir. J'ai une question sur ce surcoût. J'ai pas la réponse, vous allez me la donner. En fait, s'il y a un surcoût qui est ajouté au prix de l'électricité, à qui va les bénéfices de surcoût? À l'Union européenne, à EDF, Ça va aux fournisseurs d'énergie, et donc on pourrait se dire en partie EDF, mais pas que, parce qu'il y a tous les fournisseurs d'énergie alternative. Et on a vu d'ailleurs, vous avez peut-être vu ça aussi cette semaine, les résultats d'EDF sont catastrophiques, parce que EDF a un déficit de 18 milliards d'euros en 2022. C'est dû à deux phénomènes. Le premier, c'est le principal producteur, parce que les fournisseurs alternatifs produisent très peu de kilowattheures d'électricité. Le fait que les centrales nucléaires aient été en panne pendant un moment, ça constitue une perte pour EDF, mais c'est aussi et surtout lié au fait que, en plus du fait qu'il y avait moins de production de nucléaire, le marché de l'Union européenne de l'électricité fait que EDF, la fameuse ARENH, est obligé de vendre pour 40 € le mégawattheure à ses concurrents. Sauf que comme il n'y avait pas assez de production, ça veut dire que EDF devait racheter sur le marché à 400 € le mégawattheure, ce qui a provoqué l'ARENH, c'est chiffré, il y a 8 à 9 milliards d'euros sur les 18 milliards de pertes qui sont liées uniquement à ce mécanisme de l'ARENH. Donc on est en train, dans ce marché de l'Union européenne de l'électricité, de détruire EDF, et ça, c'est honnêtement, pour l'avenir de la France, c'est tout aussi important que la question de la réforme des retraites qu'on va certainement évoquer. Oui, sur la réforme des retraites, il y a des choses qui vous ont, des événements ou des attitudes ou des propos qui vous ont particulièrement marqué? Des propos... Bon, on est dans l'outrance habituelle depuis le début de cette législature. Fait intéressant, c'est que l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale n'empêche pas le gouvernement de conduire, de tracer sa route. Néanmoins, elle lui est extrêmement pénible. Parce qu'il y a une opposition qui peut-être paraît inefficace ou grandiloquente pour pas grand-chose, mais néanmoins, elle a une action peut-être désordonnée, mais cette action ralentit le programme du gouvernement le projet de loi n'avance pas en fait. Alors, il faut rappeler qu'ils sont passés par une procédure de 47 ans. Procédure de vote bloqué, c'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, c'était assez. L'idée, c'était de faire passer la retraite à travers la loi de financement de la sécurité sociale. Ouais, c'est cartoqué. Et donc d'utiliser, voilà, exactement, et donc d'utiliser la procédure particulière pour le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, qui est en fait identique à celui à la procédure prévue pour la loi de finances initiale, qui a été votée en fin d'année dernière. Le but étant d'éviter un scénario à l'américaine, vous savez, en fait, il n'y a pas de budget de voter, donc il n'y a pas de crédit. Donc ça veut dire que les administrations publiques ne sont pas financées. Et a fortiori tout.
En fait, il y a un point que je voulais aborder et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a eu ça pour l'énergie, on a eu ça pour la gestion du Covid, on a un peu ça pour la réforme des retraites. Le gouvernement parle, dans sa communication, parle à chaque fois comment dire, d'aligner les courbes. En fait, dans leur façon d'aborder les sujets, ils parlent tout le temps de chiffres en disant il faut aligner la courbe, il faut faire baisser la courbe, il faut... Et en fait, c'est l'illustration pour moi parfaite du fait qu'ils ne gèrent rien du tout. Et en fait, gouverner, c'est prévoir. Et en fait, dire on va aligner la courbe du Covid, on va aligner la courbe des consommations d'électricité, on va aligner la courbe des retraites, etc. Ça montre, pour moi, c'est l'illustration parfaite que c'est des gens qui ne gèrent pas et ou alors qui sont que dans la gestion et qui ne font pas de politique. Quoi. Et ça, je pense que c'est un point qui est assez intéressant. Et ça se retrouve après sur la réforme des retraites. Il n'y a pas de vision à long terme. Il y a un point intéressant là-dessus quand même, c'est quand tu parles d'alignement, il y a eu une sortie absolument calamiteuse de Zemmour qui a expliqué que à partir du moment où on était dans l'Union européenne, comme les voisins avaient les départs à la retraite de 64 ou 65 ans, eh bien il fallait justement s'aligner. Et ça, c'est très intéressant parce que on sait, quand on a travaillé le sujet, que la réforme des retraites vient de l'Union européenne. Et c'est aussi assez pathétique de la part d'Éric Zemmour qui, un temps, dans sa carrière, se faisait le porte-parole des idées de souveraineté, de France indépendante qui pouvait faire différemment des autres. Non, là-dessus, bizarrement, il s'aligne complètement. Et la France serait obligée de faire, sur tous les sujets, la même chose que les autres pays européens. Ce qui est en train de se passer, et on voit la conséquence de ça, c'est-à-dire que l'Union européenne est le bras armé et le bourreau social quelque part, il s'aligne toujours sur le moins-disant social. Et c'est pas anodin finalement qu'il ait dit ça, même s'il n'a pas fait le lien direct, ça montre bien quelque part dans son inconscient que l'appartenance à l'Union européenne fondamentalement amène à cet alignement de l'âge de départ à la retraite. Quand bien même c'est complètement stupide quand on y réfléchit parce que les pays européens n'ont pas les mêmes démographies, n'ont pas les mêmes productivités, n'ont pas les mêmes, de toute façon, modèles sociaux, n'ont pas les mêmes modèles de cotisation. Les cotisations françaises sont bien plus importantes, par exemple, que les voisins, donc que celles des voisins. Donc voilà, c'est complètement absurde, mais on voit bien que c'est cette logique-là d'harmonisation européenne qui est fondamentalement qui est à l'œuvre. D'ailleurs, j'ajouterai un truc là-dessus. Quand on voit la réforme des retraites qui est en train d'être menée en Espagne ou en Belgique, c'est dit explicitement par les journaux de ces pays que ça vient de l'Union européenne. En France, les gens qui représentent les médias en France, donc Julien Pain, tu vas avoir... les Français ne veulent pas dire que ça vient de l'Union européenne. En tout cas, ils n'acceptent pas l'influence de l'Union européenne là-dessus. Alors tu vas peut-être nous en dire un mot, mais on peut même dire en plus que c'est pas que y ait une influence de l'Union européenne, mais en tout cas ce n'est assumé par personne. C'est genre, je ne sais pas mettre le curseur entre une forme de fierté de se dire c'est nous qui dirigeons, ou une forme de naïveté et de méconnaissance de dire en fait c'est pas vrai, moi je sais, mais en fait ils n'ont pas étudié les textes. Mais voire de dissimulation. Parce que, effectivement, tu l'as très bien dit, il y a certains grands médias français ou des hommes politiques qui ne cessent de dire non, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. J'en ai fait l'expérience personnellement parce que le autoproclamé fact-checker Julien Pain nous expliquait que ça n'avait rien à voir avec l'Union européenne. Bizarrement, je lui ai mis tous les documents sous le nez, j'attends encore une réponse, il n'avait rien dit. Et il y a également une députée européenne, je ne la connaissais pas forcément, qui s'appelle Aurore Laluc, qui est de Place Publique, vous savez, c'est le parti de monsieur Glucksmann. Et on a l'impression, en fait, quand on voit la vidéo d'Aurore Laluc, qu'elle prend plus de temps ou qu'elle s'inquiète plus de défendre l'Union européenne que de se battre contre la réforme des retraites. Ce qui est quand même assez paradoxal pour quelqu'un qui est censé venir de la gauche. Or,
quand vous prenez les textes, c'est pas pour rien que c'est dit explicitement qu'en Belgique ou qu'en Espagne, la réforme des retraites est imposée par l'Union européenne. Tu en as parlé, le point d'ailleurs dit explicitement Bruxelles tape du poing sur la table pour la Belgique pour faire la réforme des retraites. Bizarrement, le point quand il s'agit de la France, non, là c'est plus Bruxelles qui l'exige. En Espagne, tout le monde est très clair là-dessus. Il y avait l'ancien ministre des Affaires sociales, M. Escribá, qui disait dès la signature du plan de relance que pour obtenir les fonds, la réforme des retraites était clé. Le journal El País l'a dit aussi, le Premier ministre lui-même, Pedro Sanchez, dans El País, expliquait que, en gros, lui, il a donné quelques miettes sociales, mais qu'il ne craignait pas justement de blocage de fonds de l'Union européenne parce que la réforme des retraites allait se faire et donc il n'y avait pas de problème pour obtenir les fonds. En France, quand on regarde les textes, il faut revenir à l'accord du plan de relance de l'Union européenne, du Conseil, il était mis explicitement que les fonds seraient débloqués si les plans de résilience présentés étaient en cohérence avec les recommandations. Alors, recommandations, ça peut être vague, il ne précisait pas d'année, etc. Il y a eu un communiqué de la Commission environ un mois après, qui était très clair, expliquait qu'il s'agissait des recommandations 2019 et 2020 de l'Union européenne. Et quand on prend les recommandations 2019 de l'Union européenne, il est mis noir sur blanc qu'il doit y avoir une réforme des retraites en France. Quand vous prenez après ça, justement, le plan de résilience de la France auprès de l'Union européenne, la réforme des retraites est mise. Donc on ne peut pas faire plus direct finalement que cela. Il y a encore des gens pour nier en fait ce lien-là, mais ce lien-là, il est clé pour comprendre la réforme des retraites. On voit en ce moment, aujourd'hui encore, j'ai vu Jacques Attali qui disait est-ce que Monsieur Macron va pas trop loin, c'est pas sûr. Il n'y a rien d'urgent de faire cette réforme des retraites, ça va être un boulet pour son quinquennat. Il y avait même Ouest France qui se posait la question. Pourquoi Macron s'obstine-t-il? Mais en fait, évidemment, cette réforme, on pourra en parler, elle est injuste, elle est tout ce qu'on veut, elle est surtout pas urgente, elle n'est pas souhaitée par une majorité de Français, donc ça peut paraître irrationnel de faire cette réforme. C'est quelque chose qui, tout le monde peut dire politiquement, qu'il y a autant de Français qui sont opposés, mais il faut arrêter, ça n'a aucun sens. Et si on n'a pas cette clé que l'Union européenne impose à la France, notamment pour obtenir les fonds du plan de relance de l'Union européenne, on ne comprend pas en fait cette obstination d'Emmanuel Macron. Et la clé, elle est là-dedans, et je regrette que ça soit assez peu abordé. C'est mon plaisir de débat public. Je pense que c'est intéressant de finir là-dessus. C'est que quand on regarde la différence entre l'Espagne et la Belgique et la France, c'est qu'effectivement dans le plan de résilience, le thème des retraites est abordé dans les trois, hein. Probablement dans d'autres États. Et la France a rédigé son plan de résilience, parce que les plans de résilience sont rédigés par les pays, en prenant en compte le contexte politique intérieur, et donc en prenant en compte l'intérêt très politicien de la majorité relative présidentielle et du gouvernement. Parce que il n'y a pas eu d'engagement effectivement de calendrier sur les mesures à prendre. En fait, il n'y a aucune mesure de détail et il n'y a aucun indicateur chiffré qui permette d'évaluer la pertinence ou non de la réforme par rapport au plan de résilience. Il n'y a que on va faire, c'est nécessaire de le faire, c'est-à-dire que c'est nous qui écrivons, hein, c'est nécessaire de le faire. Et on fixe des objectifs. Mais les objectifs, même si c'était très généreux, c'était des lignes directrices. Et on les retrouve dans le projet. C'était assurer le financement des retraites, l'équité, donc on parlait notamment on pense aux régimes spéciaux. Donc en fait tous les traits saillants du projet étaient déjà dans le plan de résilience, mais effectivement comme l'Union européenne n'a pas de moyens de coercition, de contrainte, et que c'était pas précis, on dit ben non, c'est pas l'Union européenne. Mais en fait c'est plus subtil que ça. C'est que oui, il y a un alignement de la France avec l'Union européenne sur le sujet, mais néanmoins il faut bien voir que le mouvement, même s'il est global, l'Union européenne en tant qu'instance d'uniformisation des différents régimes juridiques des États membres a pour rôle aussi, rien d'étonnant, a pour rôle de faire converger les États, quel que soit le moyen, peu importe que ce soit contraignant ou pas contraignant, qu'il y ait des détails, c'est pas important. Mais je pense que c'est pour ça que les médias n'insistent pas là-dessus, parce qu'effectivement, si on prend la lettre du plan, il n'y a pas de contrainte. Quand même, le moyen de coercition, c'est quand même de bloquer les fonds éventuellement du plan de relance. Et j'ajoute quand même qu'il y a aussi quelque chose sur laquelle jouer en la lutte et que beaucoup de gens jouent, c'est le terme même de recommandation. De dire, regardez, c'est des recommandations, donc c'est pas des obligations. Sauf que
le terme de recommandation est bien antérieur. Entre-temps, il y a eu le TSCG, et il y a eu entre autres un règlement européen, qui est le règlement 1173-2011, c'est l'époque de 2011, qui explique justement qu'en lien avec l'article 121, qui est celui des recommandations, il y a la possibilité, si cette coordination n'est pas faite, de mettre une amende de 0,2% du PIB. Donc ça veut dire que déjà, ces fameuses recommandations n'étaient plus des recommandations, mais des obligations. Et là, c'est en plus gravé dans le marbre avec le plan de relance, donc c'est évidemment une obligation de l'Union européenne, et la pudeur qu'on a en France à faire comme si l'Union européenne n'existait pas là-dessus, effectivement, n'existe pas ni en Belgique, ni en Espagne. Bien, mais alors, pour les retraites, qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux Français, en fait? Puisque tout le monde dit, voilà, il y a une sorte de consensus pour dire que cette réforme est injuste, qu'elle n'est pas nécessaire, etc. On explique donc que c'est le calendrier, finalement, européen qui impose ça à Macron, même s'il est tout à fait en accord avec le fond et la forme de cette réforme. Mais qu'est-ce qu'on doit proposer pour que les Français comprennent que les retraites ne sont pas en danger, ou pas autant qu'on le dit, et qu'est-ce que ça implique? Je pense que là-dessus, il y a deux dimensions en réalité. Elle est injuste déjà, pourquoi dans les modalités de la réforme? C'est-à-dire que si on se dit potentiellement il y a un trou de 10 milliards et qu'on se dit qu'il faut les résorber, là, la méthode du gouvernement, c'est de dire on va taper uniquement sur les actifs, toujours les mêmes, et ce sont les seuls à contribuer. Il y a d'autres pistes, par exemple, qui pourraient être envisageables sur du court terme, si jamais il fallait résorber un déficit des retraites, et encore, qui sont des sommes ridicules par rapport à d'autres dépenses que fait le gouvernement, donc il n'est pas crédible là-dessus. Mais on pourrait se dire, par exemple, on augmente d'1 point la CSG. Pourquoi c'est plus juste? Parce que, certes, les salariés y contribuent, mais il y a aussi les retraités qui y contribuent, il y a aussi les revenus financiers, par exemple. Donc on peut se dire que ça, c'est déjà plus juste. Et après, je pense surtout qu'il faut voir le long terme. C'est-à-dire que pourquoi c'est injuste, c'est augmenter l'âge de départ à la retraite. On sait très bien qu'il y a plus de 50% des gens qui, après 60 ans, sont au chômage, ne travaillent pas. Donc quand vous augmentez l'âge de départ légal à la retraite de 62 à 64, ce ne sont pas des gens qui vont travailler 2 ans de plus. En réalité, vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont être soit au chômage, soit au RSA. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir une retraite qui ne vont pas être pleine. Ça veut dire que ça va être une décote et que ces gens vont avoir des retraites de misère. Donc c'est une façon de baisser le niveau des retraites sans le dire. D'ailleurs, la réforme précédente avait amené une paupérisation d'une partie des retraités. Donc ça, c'est indéniable et c'est complètement injuste. Maintenant, si on prend le long terme, au-delà, encore une fois, de la gabegie par ailleurs du gouvernement qu'on pourrait utiliser pour ça, je pense qu'il y a deux dimensions qui sont essentielles. Il y a évidemment la natalité, qui a été notamment saccagée sous François Hollande, mais il y a aussi la question de l'emploi. On sait très bien que si on relocalise l'emploi en France, il n'y a plus de problème des retraites, parce que vous avez des cotisants supplémentaires pour les retraites, et vous avez surtout aussi des allocations en moins chômage. Donc c'est tout bénef, et ça, c'est le déficit des retraites, c'est pas demain, c'est à 10 ou 20 ans, il y aurait la possibilité de relocaliser l'emploi, et ça, c'est en réalité la vraie solution. On dit toujours il y a trois options, soit vous baissez le niveau des pensions, soit vous augmentez les cotisations, soit vous augmentez le départ à la retraite. C'est absolument faux, il y a la natalité, il y a l'emploi, il y a plein d'autres Est-ce qu'on peut le choses bien chiffrer plus d'ailleurs, importantes. Est-ce qu'on peut chiffrer Je me permets juste un point, tu dis les gens vont partir à la retraite plus tard, donc ils vont être plus au chômage, et du coup il y aura un trou dans le chômage, et du coup on va dire qu'il y a un problème de chômage, et qu'il faut baisser les rémunérations, les allocations chômage, etc., etc. Et donc en fait c'est un cercle sans fin, et je pense que la solution de relocalisation... Mais il faut vraiment insister sur le fait que le nombre d'heures travaillées pour financer les retraites ne revient pas nécessairement au nombre d'heures travaillées dans la semaine, ou même au nombre d'années travaillées, au nombre de trimestres travaillés par les mêmes actifs. En fait, ça renvoie surtout à ce que dit Charles-Henri sur le chômage, et d'une manière générale sur, si on étend sur l'inactivité, puisqu'il y a des gens aussi qui ont renoncé à chercher un travail, donc ils ne sont plus classés dans les fiches du chômage, ils sont inactifs. Enfin, si la situation économique s'améliorait, ils pourraient retourner à l'emploi. Et en fait, c'est un vrai choix de politique publique qu'on a fait. On a fait le choix du chômage avec l'Union européenne, avec la lutte contre l'inflation, avec la monnaie forte, etc. Effectivement avec l'euro donc. Et donc on a fait le choix du chômage, donc on a fait le choix de reporter de plus en plus la charge du financement de plus en plus de retraites sur un nombre d'actifs de plus en plus limité.
Or, le nombre de retraités augmente, puisque là, c'est les classes 45-75, donc les plus nombreuses qui arrivent. Et par ailleurs, on a un nombre de plus en plus limité d'actifs. Donc c'est comme si, en réalité, on fait reposer un poids de plus en plus lourd sur des pieds de plus en plus fragiles. Mais est-ce qu'on peut, alors je reviens à ce que je disais, est-ce qu'on peut chiffrer, grosso modo, hein, combien d'emplois faudrait-il créer ou de chômeurs faudrait-il remettre au travail pour financer, enfin pour sortir du déficit qu'on nous annonce, quoi. Bah, vous créez 1 million d'emplois, vous êtes largement excédentaire en fait au niveau des retraites. Et vous avez par ailleurs des gains en plus sur l'allocation chômage que vous n'avez plus à verser. Donc la vraie solution, c'est évidemment une question d'emploi à court et moyen terme, et à plus long terme, il y a quand même la question de la natalité, évidemment. Mais là, on sait très bien qu'à horizon 20, 30, 40 ans, c'est avant tout une question d'emploi, le problème. Alors moi, juste une info qui m'avait marqué là-dessus, sur cette question-là, c'était, j'ai découvert ça, un rapport du Conseil économique, social et environnemental, c'est ça, qui existe, et qui montrait qu'entre 1975 et aujourd'hui, quoi, 2019, je crois, l'âge moyen d'accès à l'emploi stable était passé de 20 ans à 27 ans. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils mettent derrière âge moyen. Je suppose que c'est des critères équivalents, ça va être quelque chose comme un CDI à un temps plein ou à peu près, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait perdu 7 ans dans la vingtaine, donc il y a quand même un âge où on est quand même très actif normalement, et on essaie de les reporter finalement au-delà des 60 ans, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un gain en fait à avoir là-dessus aussi, c'est-à-dire que les gens arrivent au travail plus tôt? C'est la combinaison de deux choses, parce que c'est la combinaison à la fois du faible taux d'emploi des jeunes qui ont peu ou pas de qualification, dans le sens où ni diplôme ni formation professionnelle. Il y a beaucoup de jeunes, hein, entre 16 et 18 ans, qui quittent le système scolaire sans avoir de solution par ailleurs. Je crois que c'est de l'ordre de 100 000 jeunes par an, hein. Il me semble qu'il faudrait vérifier, hein. Mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Et par ailleurs, il y a l'allongement de la durée des études. L'allongement de la durée des études qui fait qu'on entre plus tard dans l'emploi, mais aussi l'allongement de la durée des études est aussi un contre-coup du niveau élevé du chômage. On préfère rester en études plutôt que de rentrer sur un marché du travail qui est déjà saturé. Il y a aussi, parce que l'allongement de niveau d'études existe, c'est vrai, mais pour un salaire qui n'est pas augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Bac plus 5, est-ce que tu gagnes plus qu'en 1975 quand tu avais Bac plus 2, quoi? Ça, c'est le problème Je suis pas sûr, et j'ai pas l'impression que ce soit de désindustrialisation, la tertiarisation de l'économie. Et ça va de pair d'ailleurs aussi avec le chômage des jeunes, avec le problème que l'apprentissage en France est peu valorisé. Et donc, mécaniquement, effectivement, il y a des études plus longues qui vont sur des métiers tertiaires, beaucoup plus d'emplois précaires à temps partiel, parce que 27 ans, c'est forcément un CDI. Parce que sinon, tout le monde n'a pas fait Bac plus 9. Quoi. Donc, oui, bien sûr, oui, je pense que c'est forcément, ça. je pense qu'il y a un biais dans l'étude, parce que quand on est en CDD, on cotise aussi pour les retraites. Donc, est-ce qu'on peut prendre la 27 ans comme référence? Je ne suis pas sûr. Maintenant que ça soit allongé, c'est probable, et je pense qu'il y a cette problématique de qualification, problématique de désindustrialisation. Et quand on parle des retraites, je parlais tout à l'heure du nombre de personnes en emploi, il y a aussi la question du salaire, parce que si vous augmentez les salaires, vous n'avez pas besoin de toucher ni au taux de cotisation ni autre, ça va mécaniquement augmenter les cotisations. Et pourquoi on a un salaire qui tend à s'affaisser en France? C'est parce que les emplois de service sont des emplois avec des faibles gains de productivité. Et donc quand vous avez des faibles gains de productivité, vous avez des faibles gains salariaux. Et le problème de la désindustrialisation de la France, on le retrouve partout, on le retrouve avec le déficit record, encore une fois, de la balance commerciale française. On est à plus de 160 milliards d'euros de déficit. Quand bien même on enlève l'énergie et autres, et des effets en partie dus à la guerre en Ukraine, c'est quoi qu'il arrive une année record. Et donc ça, c'est un problème structurel de l'économie française, cette désindustrialisation. Il y a plusieurs facteurs. Il y a certes quelques mauvais choix économiques, politiques et autres, mais on ne peut pas enlever la question de l'euro, donc une monnaie qui est surévaluée pour la compétitivité française, et la question du libre-échange total, c'est-à-dire que vous pouvez baisser autant que vous voulez les charges d'entreprise, les cotisations et tout ce que vous voulez, les impôts, la réglementation. Il y a un moment donné où avec un SMIC à 1 600 €, vous ne pourrez jamais lutter contre des pays en voie de développement avec des salaires ridicules, ou même avec l'Ukraine. Quand on parlait de la guerre en Ukraine, qui voulait faire rentrer, c'est à environ 100 € le salaire minimum en Ukraine. Donc comment voulez-vous que des travailleurs français luttent contre ça concrètement? On a déjà vu l'effet avec l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne. Vous avez 55% de délocalisations
qui vont vers les pays de l'Est. Vous avez eu récemment, si on va vers l'actualité, la TECOR qui a annoncé qu'ils allaient délocaliser au Mexique, mais aussi en République tchèque. Donc ça, c'est la souveraineté européenne de Macron en action. Souveraineté européenne, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire relocaliser des usines en Picardie, dans la Nièvre ou en Moselle. Ça veut dire concrètement amener des usines dans les pays à bas coût de salaire en Europe, donc en Pologne, en Roumanie, en République tchèque, et demain peut-être en Ukraine, comme c'est le souhait d'une partie de nos dirigeants. Donc ça, c'est dramatique et c'est vraiment un des points clés du désastre français. En fait, tout ça est empreint aussi d'un espèce de complexe de supériorité des élites dirigeantes de ces 30 dernières années qui se disaient on va mettre les usines en Chine, eux ils vont faire ce que nous on a imaginé, et puis on va récupérer les fruits de leur labeur, et ils resteront les ouvriers. Mais sauf qu'en fait, tout est parti là-bas. Et en fait, il y a un article de Denis Collin qui est excellent là-dessus, sur le blog La Sociale. En fait, il explique que sous De Gaulle, l'objectif d'un cadre français, c'est de devenir directeur d'une usine dans l'industrie, etc. Aujourd'hui, si tu regardes, l'objectif des cadres français, c'est de devenir des commerciaux de haut vol, en fait. Et en fait, toute la structure de l'enseignement français amène aujourd'hui à se dire l'objectif est d'être un commercial, alors que toute l'intelligence industrielle aussi a été détruite par ça. Et en fait, il en découle sur toutes les grandes études, toutes les grandes écoles, une perte aussi de connaissances et de motivation sur les sujets industriels. Et dans la reconstruction, il y a la question des infrastructures, mais il y a aussi la question de la formation. Et c'est un vrai questionnement, parce qu'aujourd'hui, si tu vas même aux mines, etc., leur objectif, c'est de monter des startups. Je généralise un peu, hein, bien sûr, mais la finance. Avant, aller dans les grandes entreprises industrielles, moins en France, il y en a maintenant la moitié qui vont à la City à Londres faire du trading. Exactement. Alors, c'est un vrai cercle vicieux, parce que c'est comme ce qui s'est passé avec le nucléaire. Quand on annonce que l'énergie nucléaire, enfin l'électricité produite par centrale nucléaire, n'est pas une activité d'avenir, et que toi tu es en formation d'ingénieur, tu vas pas te diriger dans ce secteur. Donc ça fait 20 ans, enfin même en fait plus, ça fait 30 ans que ce discours règne. Donc forcément, il y a une perte de compétences aussi, parce que personne ne veut y aller. Et donc les professeurs, les formateurs partent en retraite, eux-mêmes n'ont pas transmis leurs connaissances, il y a une rupture en fait dans la chaîne de connaissances, et le savoir-faire est perdu, et on se retrouve ensuite à des allongements de chantier comme à Flamanville, qui sont aussi en partie dus à ça. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher ailleurs ou reconstruire des savoir-faire qu'on avait mais qu'on a perdus. Parce que ça va très très vite. Alors, les signaux envoyés ont été mauvais, quoi. On a voulu déprimer des filières, presque inconsciemment. C'est à la fois un signal, c'est à la fois un signal, disons, emploi, et un signal prix aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Charles-Henri dit, tu vas partir à la City de Londres. Oui, mais pourquoi t'hésiterais? C'est beaucoup mieux payé. T'as un métier moins contraignant, enfin du moins physiquement moins contraignant, même si ça peut être, disons, chronophage. Mais c'est beaucoup plus rentable en fait de faire ça. C'est-à-dire qu'on vient te chercher. T'as même pas à chercher toi-même ton emploi. On vient te chercher. Donc pourquoi tu refuserais ça? Donc il y a vraiment un signal prix aussi envoyé derrière. Il y a quand même quelque chose de positif dans notre période, c'est qu'avec toutes les technologies pour l'enseignement, etc., je pense qu'on peut reformer une forme d'élite sur ce type de sujet plus rapidement que de partir de zéro, où tu dois avoir un prof pour 20 élèves, etc., avec les télécommunications et tout ça, Internet, tout ce qui est formation en ligne, etc., tu peux remonter des filières beaucoup plus rapidement. Ça nous permet de boucler un peu d'enchaîner sur l'intelligence artificielle avec ChatGPT, on en parlera tout à l'heure.
Oui, bah écoute, ce que tu dis, moi, me fait penser à tout comment dire, le bruit qu'il y a eu autour de ChatGPT, là, ou GPT, je sais pas comment. GPT en français, ça fait un peu bizarre. Enfin, c'est pas un mot très heureux pour le coup. Sur l'intelligence artificielle, quoi, ce qui reboucle un peu avec ce que nous disions tout à l'heure sur le fait que les ingénieurs, comment dire, s'évaporent un peu, quoi. C'est-à-dire que finalement, quelle va être dans ce, comment dire, avec le problème de l'emploi, est-ce qu'il va y avoir une tension sur l'emploi créée par l'intelligence artificielle? Et si oui, au niveau de quels emplois? Alors on sait que Laurent Alexandre est un très grand fanatique défenseur de l'intelligence artificielle. Il est persuadé qu'il n'y aura plus jamais des boueurs parce qu'on tout sera par drone. Moi, je suis persuadé que c'est pas du tout ça qui va se produire. Mais bon, je suis pas. Oui, en fait, Laurent Alexandre parle beaucoup d'Harari, qui est un peu oui, qui inspire Klaus Schwab. Je sais pas si là, c'est pas Schwab. Bah, en tout cas, c'est un peu lié les réflexions et c'est le discours les inutiles avec les dieux. Et je trouve que ta théorie elle est intéressante, donc tu peux peut-être nous la. Bah, moi, je pense que c'est les gens comme Laurent Alexandre qui vont disparaître. Voilà. J'allais dire dans quel camp se trouve Laurent Alexandre. C'est ça. En fait, moi, je pense que l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue va en fait supprimer les postes de ce qu'on pourrait appeler les tâcherons de l'information, les tâcherons intellectuels. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de compétences forcément particulières, qui étaient pas mauvais à l'école et qui se retrouvent à rédiger des articles de presse un peu bidons, tout ce dont on est abreuvé en termes de communication, quoi. En fait, un robot peut le faire. Et ce qu'on appelle le bullshit job, en fait. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Et je suis pas du tout sûr, moi, que ça ait en fait une incidence sur les travaux où les contacts humains sont impératifs et où en fait la plus-value, c'est essentiellement le fait que c'est quelqu'un d'humain qui le fait, quoi. Donc, et pas tellement. Et puis tous ceux aussi où tu as besoin d'une confiance dans la relation. Je suis pas sûr qu'on demandera à un plombier robot de faire sa plomberie. Enfin, malgré tout, sur ce que dit Harry, il y a quand même quelque chose, c'est-à-dire que je pense que potentiellement la raréfaction des ressources, etc., et de la baisse de l'énergie fait qu'il y ait besoin de retourner au champ, de plus de manipulation, de métiers manuels, etc., qu'on ne pourra pas remplacer forcément par des robots parce que matière première et puis énergie. Et du coup, que plutôt une partie des gens qui font les bullshit jobs reviennent à des métiers, disons, plus manuels et plus, en fait, plus, entre guillemets, utiles, quoi. Bah donc, ça a quand même un aspect assez comique, si c'est ce qui se produit, de voir que ceux qui promeuvent, en fait, l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui en font les éloges, sont sans doute les premières victimes dans cette perspective. Laurent Alexandre Auchan, quoi. Alors, c'est toujours difficile de faire des conjectures comme ça sur l'avenir. Moi, ce qui m'a marqué, disons, ce pourquoi, pour moi, ça ne peut jamais remplacer un humain, c'est que cette fameuse, alors peut-être que c'est pas encore parfait et autres, mais ce fameux chat GPT, quand on regarde les réponses, en fait, on voit qu'il y a un énorme biais idéologique dans les réponses. Et donc, c'est pour ça que cette question qu'on poserait à un humain, chaque humain est singulier et différent. En réalité, cette question, répondue par des humains, il y aura pas autant de réponses qu'à de personnes, mais quasiment, parce qu'il y a évidemment des sensibilités différentes selon les sujets. Et or, on voit que l'intelligence artificielle ne traite pas ça au mieux. Peut-être qu'à l'avenir, elle pourra dire, selon la pensée de telle ou telle personne, la réponse serait comme ci, serait comme ça. Mais en réalité, il n'y a jamais une réponse à une question. Il y a des multiples réponses. Et on voit bien que c'est quand même la limite de cet outil-là, en tout cas en particulier. Tu as une opinion, tu es censé être remplacé par ChatGPT à l'avenir. Bah, je sais pas, il paraît que le métier de la comptabilité. Je fais pas de comptabilité, moi. Ouais, c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est vrai que la comptabilité est un des métiers qui est le plus, potentiellement le plus menacé par l'intelligence artificielle, du moins dans le versant, enfin, dans la composition des différents documents. Ensuite, en rentrant dans les subtilités, il y aura toujours des humains dans le processus, ne serait-ce que parce que pour contrôler, il y a des supervisions, et puis ensuite, je veux dire, comment réaliser des artifices comptables quand la comptabilité est automatisée? Non, mais c'est exactement comme exactement comme avec les bullshit jobs, enfin ce qu'on appelle bullshit jobs. Alors c'est très difficile
les contours sont très difficiles à tracer. Mais l'intérêt d'un bullshit job aussi, c'est que le supérieur qui tolère l'existence du bullshit job, même en sachant que son subordonné ne sert à rien, le laisse parce que c'est son subordonné. En fait, il y a des... C'est psychologique. Donc en fait, c'est une question... je pense que le principal frein à une emprise de l'intelligence artificielle, outre les limitations techniques, ce sera ce qu'on appelle souvent en cinéma la vallée de l'étrange, quoi. Et l'uncanny valley, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas envie d'être confronté à un être artificiel qui, à l'évidence, cet artificiel, il nous met mal à l'aise. Oui, bah après on touche à des questions philosophiques. Il suffit de voir déjà, vous savez, il y a beaucoup comment dire, de ce qu'on appelle call center, les centres téléphoniques, qui existaient où avant il y avait des personnes humaines. Déjà, parfois ça a été délocalisé à l'étranger, on ne comprend pas forcément tout ce qu'elles disent, mais il y a aussi parfois ça a été remplacé complètement par des robots, taper 1, taper 2, taper 3, ce genre de choses. Et je peux vous dire, pour côtoyer les gens, c'est pas qu'une question de génération, ça énerve. Et c'est pas vraiment efficace d'un point de vue relation client, parce que ça énerve les gens, ils ont l'impression qu'on ne répond pas à leurs besoins. Donc d'un point de vue relation client, c'est pas forcément bon. Et puis après, il y avait une autre question que je voulais vous poser, c'est que je m'inquiète pour les amis d'Emmanuel Macron, parce que est-ce que si l'intelligence artificielle était poussée à fond, quelqu'un comme, une société comme McKinsey serait pas la première victime, en fait, quand on parle de bullshit job ou de rapports complètement bidons et surfacturés. Peut-être que McKinsey a des soucis à se faire quant à sa pérennité. En fait, la question, moi, qui est, on parle à horizon de 10 ans, là, tout ce qu'on aborde, mais en fait, les transformations de société, ça va être sur 30, 40 ans. Et là, enfin, moi, je suis beaucoup parce que c'est lié à mon travail. L'augmentation de performance de niveau des algorithmes, en fait, ne me permettent pas aujourd'hui de dire ce dont on sera capable dans 20 ans. Là, en fait, j'ai vu Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, qui montrait une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. En fait, tu te prends en photo et ça t'intègre dans les vidéos de la NBA. Il remplace un joueur par mois, quoi, avec mes amis et tout ça. Donc c'est assez rigolo. Mais enfin, dans 10 ans, ça veut dire que je fais Titanic et je remplace Leonardo DiCaprio, et puis je mets ma chérie à la place de Kate Winslet, et puis voilà, c'est le film est sur nous, quoi. Et en fait, donc ça, à horizon de 10 ans, peut-être moins, qu'est-ce qu'il y a à horizon de 40 ans, 50 ans? J'ai beaucoup de mal à me projeter là-dedans. Mais il faut pas balayer non plus d'un revers de la main le fait que ce type d'outils pourra même servir dans des tâches qu'on appelle généralement créatives, à mon avis plutôt des recompositions que de la création. Parce que la grande force de ce type d'outils, c'est la disparition de la mémoire. À quoi ça sert de se souvenir, puisque de toute façon, elle a la réponse à toutes nos questions. Les questions de fait, hein, la date de naissance d'un tel, tout ça, ça ressort facilement. Et ensuite, elle est capable de recomposer ces informations, par exemple, pour faire une recette de cuisine. Elle répond très bien aux questions sur les recettes de cuisine. Et on voit, il y a même des IA maintenant qui réalisent des œuvres graphiques, en fait, de faux tableaux. Et c'est pour ça d'ailleurs, là, toute la question, c'est est-ce que ce sont de faux tableaux? Pas des faux tableaux dans la mesure où c'est pas peint. Non, c'est pas peint. Mais par contre, voilà, il y a quand même une composition graphique. Et donc l'IA intègre, infiltre aussi les secteurs qu'on estime par excellence protégés. Mid-journée. Non, moi là-dessus, moi j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus en fait. Mais effectivement, ça risque pour les illustrateurs, vont être terriblement. Toute la création graphique. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est pas un homme comme Picasso qui va être en danger. C'est l'illustrateur qui travaille pour un magazine. Oui, mais pour accéder pour créer un homme comme Picasso, il faut tout le parcours pour arriver à Picasso. Et si en fait toutes les étapes intermédiaires, tu vas être une merde par rapport à une intelligence artificielle, est-ce que tu vas avoir la motivation nécessaire pour accéder au... Oui, ça, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, ça supprime les conditions
qui font que l'écosystème artistique de manière générale et créatif de manière générale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un signal déprimant, quoi. Alors là, vraiment, de façon radicale. Mais c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut lutter contre ça, c'est-à-dire leur dire, en fait, vous avez votre chance, comme tu le dis, parce que elle t'apporte ce que tu es toi, et en fait, une IA ne peut pas, même si elle le fait très bien, elle ne va faire que recomposer des choses qui sont déjà finalement attendues selon un cahier des charges précise. Mais ce qu'un créateur apporte, lui, il apporte avec lui le cahier des charges. Il apporte quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé, en fait. Et l'IA n'est pas capable d'apporter une chose qu'on ne lui a pas demandé. Elle dit, elle peut répondre parfaitement à un cahier des charges, mais si on ne lui apporte pas ça, elle va pas d'elle-même s'autosaisir et faire des images ou des discours. En tout cas, ce que je vois moi à mon niveau, c'est que c'est une façon extrêmement rapide de faire des brouillons, etc. Et ça augmente la productivité de façon énorme. Par contre, est-ce que un junior va avoir la motivation derrière de passer outre ça parce que les résultats qu'il va avoir en faisant juste des prompts vont être meilleurs que tout ce qu'il pourra jamais réaliser, et certaines productions de l'IA, honnêtement, c'est le temps que ça demande à le faire pour le produire toi-même, c'est de l'ordre d'une semaine de travail, alors que là, tu appuies sur un bouton et tu l'as directement, quoi. Moi, je me souviens avoir bossé, c'était déjà il y a quelques années, dans une entreprise qui faisait des maquettes assez complexes et de l'impression haut de gamme, etc. Et déjà à l'époque, il me disait, l'un des responsables, des chefs maquettistes, me disait que de toute façon, ils avaient déjà des logiciels qui n'étaient pas encore des IA, mais on n'était pas loin, qui étaient capables de faire déjà l'intégration, en fait, à la place des maquettistes de base, quoi. Il disait, en fait, tu lui donnes un certain nombre de paramètres, alors il y en a beaucoup, et en fait, il est capable de faire l'intégration en lui disant, tu prends les images là, telle image ici, tel détail là, tel texte là, telle couche, Oui, etc. Et en fait, il crée tout. Et après, tu as juste à superviser et à montrer, ah oui, bon là, il s'est trompé là-dessus, il faut remettre ça. Le client a changé une demande, et donc tu changes une variable, mais que 90% du travail est déjà fait. Et donc là où tu es obligé d'embaucher 5 maquettistes pour répondre à la demande, tu n'as plus besoin que d'un superviseur. Est-ce que c'est pas. Mais on n'est pas du tout dans la création. Là, c'est pas de l'art, quoi. On est dans. Enfin, c'est même pas vraiment de la création. Est-ce que ce type de, disons, d'activité, parce que on le qualifie généralement de service, mais ça me pas toujours pour des problèmes, c'est plutôt une société. C'est de la production, hein. C'est surtout. C'est de l'artisanat, hein. Ouais, c'est de la production. Oui, mais enfin, oui, c'est vrai, mais disons dans une société comme la nôtre où en fait la frontière entre service et industrie n'est plus claire. C'est vrai. Est-ce que on ne connaît pas un phénomène similaire à celui qu'a connu l'agriculture, en fait? Ah oui, avec un passage à. L'hyper-mécanisation et là en fait à l'hyper-automatisation. C'est possible, avec mais les instruments de 3D, on est un peu dans cette mais on endroit-là. disait déjà la même chose de l'informatique, et finalement il y a encore beaucoup d'emplois, il y a des emplois différents, mais il y a encore beaucoup d'emplois. Moi, si la question c'est est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va mettre fin au travail, moi j'y crois pas, parce qu'il y a tout un tas de, comme on l'a dit, de métiers où il y a besoin de contact humain, et même à partir du moment où il y a une automatisation, une intelligence artificielle, il y aura besoin de contrôle derrière, donc je pense qu'il y aura toujours du travail derrière. Maintenant, je suis pas devin pour dire dans quelle quantité, dans quel truc, mais pour moi, il y aura toujours du travail derrière. Bon, de toute façon, c'est une question plus philosophique que politique. Malgré tout, Non, mais ça peut avoir des répercussions. Donc il y a un impact politique, ce qu'il faut, à mon avis, anticiper un petit peu sur la transformation de l'emploi. il y a un autre point là-dessus, un autre argument, je pense, en défaveur de la généralisation de l'IA, c'est, en rapport à ce que tu disais, hein, dans la continuité, qu'il y a aussi un problème de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a tous les métiers à responsabilité, et tu as toujours un tant soit peu de responsabilité, surtout dans nos sociétés hyper judiciarisées. Comment tu fais si une IA se plante? Ou si elle ne répond pas à ton attente, etc. Alors qu'elle est présupposée parfaite, ou si imparfaite, en tout cas neutre, objectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de tromper. Comment tu fais? Et moi, c'est Oui, s'il y a des accidents de C'est ça. voitures autonomes, Ouais, des ce genre de crashs choses. d'avions À et quel autres, point, voilà, effectivement, c'est ça. À quel ça point entre en tu es conflit, capable, toi, de te dire, je m'engage auprès d'un programme informatique, mais si ça déconne, je me retourne contre qui? Oui, d'un point de vue des assurances, d'un Et point donc, de vue je de la sais pas, justice, ouais, c'est des vraies questions. Et je pense que ça, c'est encore un nouveau mur, un nouveau plafond qui fait que ça va pas se généraliser. À moins de donner la personnalité juridique à l'IA. Ouais, Alors ça peut faire rire, mais il y a
pas que des êtres humains qui ont des personnalités juridiques dans le monde, hein. Dans certains États indiens, par exemple, des statuettes peuvent avoir une personnalité juridique au sens du droit indien parce qu'elle représente une divinité, etc. Donc, enfin, il y avait encore au début du XXe siècle, il y avait des procès d'animaux, hein. Un singe, par exemple, à Londres qui avait fumé une cigarette, bon, bref. De comment? C'est en Angleterre. Oui, oui. Et enfin, soit on donne la personnalité juridique à l'IA, soit c'est une chose donc qui fait l'objet d'un droit de propriété, donc c'est un bien, Voilà. ou alors c'est une chose qui fait l'objet d'un droit d'usage, donc c'est l'usager, donc ça dépend. En fait, on va revenir sur les mêmes problématiques actuellement, sur le chat du voisin, le pitbull qui a mordu quelqu'un dans la rue, ou sur la moissonneuse batteuse qui est devenue folle. Non, et donc, bah voilà, la guerre en Ukraine va sur ses 1 an, là, ce sera dans un mois à peu près. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des échos? J'ai l'impression que le front s'est un peu stabilisé, enfin moi je suis pas ça de très très près. Alors, de ce que j'ai suivi, vous savez que à la fin 2022, c'est l'Ukraine qui faisait des avancées avec un front russe qui était assez dégarni Ouais. sur certaines zones. Depuis, il y a eu la levée des troupes russes et il y a surtout l'Ukraine qui arrive à bout de ses stocks de munitions. Il y a des évaluations qui disent que quand l'armée ukrainienne tire un obus, l'armée russe en tire 5 à 6. Donc il y a un déséquilibre des forces qui est évident et l'armée russe est en train de reprendre des territoires, quand bien même elle n'a pas envoyé toutes ses forces dans la bataille. Et en face de ça, on a les gouvernements occidentaux qui sont dans une sorte de surenchère en disant il faut envoyer des munitions, des armes lourdes, voire des armes de longue portée à l'Ukraine pour résister contre la Russie. Alors pour les munitions, on peut les comprendre parce que l'Ukraine, si elle arrivait au bout de ses munitions, bah, concrètement, elle perd de facto. Mais on a l'impression de dire il faut jusqu'au bout se battre pour l'Ukraine, il faut le faire jusqu'à ce que l'Ukraine ait retrouvé l'intégralité de ses territoires. Mais il y a les vœux pieux, il y a la réalité militaire et géopolitique. C'est-à-dire que militairement, à l'heure actuelle, c'est impossible que l'Ukraine arrive à reconquérir le Donbass. Le déséquilibre des forces est beaucoup trop fort. Et on a l'impression qu'ils sont en train de se voiler la face et de crier de plus en plus fort au fur et à mesure que la situation militaire est en train de s'inverser en faveur de la Russie. Donc il y a une déconnexion assez énorme et qui va annoncer certainement une sorte de désillusion énorme de l'OTAN, voire d'humiliation. Et ça, c'est assez incompréhensible. La position que devrait être la France, mais comme j'ai dit depuis le début, la France n'a malheureusement pas tout fait pour éviter la guerre, contrairement à ce qu'on a dit. Emmanuel Macron avait un as dans sa manche qui était de mettre un veto à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, notamment lorsqu'il est allé voir Poutine. Il ne l'a pas fait, donc tout n'a pas été fait pour éviter cette guerre. Il y a d'ailleurs Merkel, Johnson, Hollande eux-mêmes qui ont dit que les accords de Minsk n'avaient jamais vocation à être respectés, que c'était juste pour gagner du temps vis-à-vis pour l'Ukraine, donc c'est absolument dingue. Donc évidemment tout n'a pas été fait pour éviter cette guerre, mais un gouvernement français qui serait indépendant, déjà s'il était indépendant, il serait crédible, parce que la France qui s'aligne complètement sur les États-Unis, comme c'est le cas à l'heure actuelle, elle n'est pas crédible, parce qu'on va voir directement le patron, on va pas voir le subalterne. Donc une France qui serait indépendante aurait la légitimité de dire, écoutez, faisons un cessez-le-feu, aboutissons à un accord qui pourrait comprendre une sorte de démilitarisation de l'Ukraine comme État tampon, pourquoi pas un référendum, mais sous l'égide de la communauté internationale en ce qui concerne les régions russophones du Donbass, essayer d'arriver en fait à une solution de paix et d'arriver surtout à l'heure actuelle à un cessez-le-feu pour éviter les morts des deux côtés. Mais on a l'impression que c'est tout le contraire, on est vers une sorte de fuite en avant, et en disant battez-vous jusqu'au dernier Ukrainien, en fait, les Ukrainiens sont utilisés comme de la chair à canon dans une guerre qui les dépasse entre États-Unis, Russie. Et donc, je pense que c'est assez irresponsable et même abject en fait d'avoir cette position qu'on nous présente comme la position, au contraire, de grand cœur et de bienveillante. Je pense, si on y réfléchit bien, que c'est tout le contraire qui est vrai. Moi, j'ai remarqué, enfin, puisque tu parles d'abjection, que en fait, les Ukrainiens, j'ai l'impression, hein, les Ukrainiens se fantasment complètement l'Union européenne, ne se rendent pas du tout compte qu'en fait, ils vont être pillés par l'Union européenne quand ils y seront, et qu'en fait, ils auront fait la guerre pour devenir asservis, quoi. C'est pas exactement le même sujet, hein, parce que
la Russie n'est pas opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ah oui, oui, bien sûr. Là, je parle au point de vue ukrainien, comme dans la rhétorique, dans la propagande, c'est-à-dire, je me dis, ça va être un choc terrible pour les Ukrainiens, quoi qu'il résulte de la guerre, une fois qu'ils seront entrés dans l'Union européenne. Mais de toute façon, à partir du moment où vous avez 80, alors à moins qu'ils ne remboursent pas, mais il y a 80% des aides financières, notamment des États-Unis, qui sont des prêts. Donc ça veut dire que concrètement, plus, ils vont être dans la main des États-Unis. Ça ne va pas être un État souverain après ça. Oui, une partie est versée sous forme de prêt et une partie sous forme de subvention. Après, il y a tous les dons en matériel, par contre, qui sont pas payés et qui sont des dons, en fait, hein, vraiment. Donc, le matériel, par exemple, les canons César que nous avons donnés ou qui sont issus de l'armée danoise n'ont pas été payés. Enfin, c'est un don. Donc, personne ne les paiera jamais, quoi. Alors, par contre, si, évidemment, Nexter est très content parce que il va falloir refaire les stocks. Donc là, j'ai vu qu'ils ont doubler leur volume de production et ils ont déjà réduit aussi le temps de fabrication de chaque canon et ils prévoient encore d'augmenter leur production. Donc évidemment, pour Nexter, c'est donc forcément pour l'emploi en France, hein, d'une certaine manière, puisque c'est un des secteurs où on a une forte industrie encore. Donc oui, non mais c'est une réalité très crue, mais c'est vrai. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est exactement comme la crise d'ailleurs énergétique. En fait, là, on voit les Pays-Bas s'intéressent à la construction de nouveaux réacteurs et auraient contacté EDF pour le faire. Donc, évidemment, EDF, il y a EDF et Rosatom qui sont dans la boucle. Donc, évidemment, pour certains secteurs de l'économie française, c'est une bonne nouvelle, hélas. Voilà. Oui, c'est un peu la foire aux vanités. Hein. Sur ces sujets-là, on a un peu à boire et à manger, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, écoutez, pour conclure, peut-être un petit tour sur les perles ou les petites infos révoltantes ou pas forcément révoltantes, ou drôles ou cocasses que vous avez, qui vous ont marqué. Moi, j'avais un truc, j'ai vu un tweet de Jacques Attali que j'ai bien apprécié. Oui, Jacques Attali. Donc, il y a l'agence France Presse qui a mis un message. Donc, après un déficit record en 2021, la balance des échanges des biens en France a enregistré un nouveau plongeon historique en 2022, plombé par la facture énergétique, etc. Donc, c'est une catastrophe. On va peut-être pouvoir en toucher un mot. On en a déjà parlé au début de l'émission. Mais voilà, les déficits records. Et donc, Jacques Attali reprend cette brève de l'AFP en disant « Sans la protection de l'euro, dont elle est devenue un passager clandestin, la France serait dans la situation de l'Argentine. » Donc, ça m'a fait rire et j'aurais aimé avoir la réaction de Charles-Henri et de Kylian sur ce sujet. Mais j'ai répondu à ce tweet de Jacques Attali et que j'expliquais que j'avais rarement vu un argument aussi stupide pour la simple et bonne raison que si la France a un déficit commercial abyssal, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est au contraire à cause de l'euro, qui est une monnaie qui est surévaluée pour l'économie et pour l'industrie française, et aussi le libre-échange total qui nous met en concurrence avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes sociales, environnementales. Donc en fait, c'est quelqu'un qui prend les causes de sa perte pour une bouée de sauvetage. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose au film. Surtout qu'il a une partie de responsabilité sur la situation dans laquelle on est, et donc il veut s'enorgueillir du fait qu'il nous aurait sauvés, alors qu'il est responsable de... Oui, c'est une sorte de pompier pyromane. Ouais. Moi, je suis subjugué par l'inoxydabilité de cet homme. C'est tout à fait prodigieux. Je ne sais pas de quel métal il est fait, mais il faudra vraiment l'ausculter attentivement. Alors, en tout cas, sa comparaison avec l'Argentine me rappelle que Vincent Brousseau, qui parlait souvent de ça, il classait ce genre d'arguments dans les arguments tétanisants. Il y avait un certain nombre d'arguments pour empêcher les gens de réfléchir au sujet de l'euro et des problèmes économiques qui en découlent. Et il citait notamment l'Argentine en disant que voilà, très souvent, comme ça, des ahuris ou des gens, qu'il était assez ahuri, mais sortis d'un chapeau, vous disent des experts comme ça, vous disent oh là là, si on quitte l'euro ou si on quitte, je vois, l'Union européenne, on va se retrouver dans la situation du Zimbabwe, de l'Argentine, une inflation à 10 chiffres, enfin. Mais cet exemple de l'Argentine en plus complètement dingue. Cet exemple de l'Argentine est d'autant plus stupide, et ça m'étonne pas d'ailleurs que Jacques Attali l'ait repris. Parce qu'en fait, on parle de quoi quand on parle de l'Argentine? On parle du fait que l'Argentine a dû à un moment dévaluer massivement le peso. Et le problème qu'avait l'Argentine, c'est que l'immense majorité de sa dette était en droit international, ce qui faisait que, évidemment, toute dévaluation qu'ils avaient, ils devaient le rembourser avec la dévaluation, donc beaucoup plus
en monnaie nationale. Pour ce qui est de la France, on a 97% de la dette publique française qui est en droit français, donc ça ne s'appliquerait pas, et 98,5% de la dette des ménages. Donc c'est un argument qui est complètement stupide, et quand on parlait de vieillissement, en fait, Jacques Attali, on ne peut pas le comparer à du bon vin, c'est plutôt une vieille gnôle frelatée, quoi. Je pense que, en fait, c'est un tweet qui confond. Je pense qu'il fait référence surtout à la question du taux des obligations françaises, qui est à peu de choses près celui de l'Allemagne. Et l'idée, c'est que si on avait une monnaie nationale qui serait donc plus faible, admettons que ce soit le cours avant l'euro, qui était donc pas une des monnaies les plus fortes de la zone monétaire européenne, hein, puisque c'était, derrière le mark, c'était le florin néerlandais, on aurait des taux plus élevés. Et par ailleurs, le prix de tous les produits importés serait renchéri. Ce qui est vrai. Mais non, mais c'est surtout. Mais Alors, je parle quel même est pas de le l'Argentine. positif que ça amène aussi d'avoir des taux bas? Non, mais C'est lié au fait qu'il y a pas peu d'inflation. c'est surtout que c'est toujours. C'est un hyper zoom. C'est-à-dire que tu zoomes sur un élément. Enfin, je veux dire, l'Union européenne procure des avantages à chacun de ses membres. Si on zoome, c'est évident. Il y a forcément un point, tu vas trouver, il y a des entreprises en France qui ont bénéficié de l'Union européenne parce qu'il n'y a plus de douane, parce que c'est plus facile de vendre ses marchandises partout dans l'Union. Enfin, il y a forcément des effets bénéfiques à la création d'un marché unique, au fait qu'il y ait une seule zone douanière, et ainsi de suite. Mais Oui, mais c'est un peu comme dire j'ai un cancer, donc j'ai maigri, quoi. oui, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, c'est une certaine manière de le dire. C'est ça. Il faut prendre un spectre large, en fait, c'est ça. Il faut prendre un spectre large. Après, Twitter n'est pas vraiment l'arène pour ça. Après, sur l'Argentine, il y a une différence aussi, c'est qu'ils exportaient du bœuf, des céréales, mais ils importaient tout. Oui, il y a ça, mais c'est surtout au niveau de la dette, en fait, ils ont vraiment eu un problème. C'est pour ça qu'on parle de faillite argentine, mais c'est lié à la structure de la dette, et la structure de la dette française, même si la dette française est importante, n'a strictement rien à voir avec celle de l'Argentine. Donc c'est un argument, encore une fois, assez stupide et primaire. Je vais vous couper pour passer à la deuxième perle. Oui, moi, celle qui m'avait vraiment choqué, mais je ne suis pas le seul, c'est Roland Lescure. Donc Roland Lescure qui est ministre, alors il est ministre délégué, alors tout un tas de titres, et un truc assez marrant, à l'industrie et à la souveraineté industrielle. Voilà. Je ne savais pas qu'on avait un ministère de la souveraineté industrielle, il ne doit pas être très, très efficace. Et il est même si peu efficace qu'il est allé dans l'Assemblée récemment et il a dit clairement, prenant un parti, je crois que c'était LFI à ce moment-là, en disant vous battez la casquette des règles du droit européen, mais l'amendement que vous proposez n'est pas conforme au droit européen, et moi, de toute façon, il dit ça tel quel, moi, la raison de mon engagement politique, c'est l'Europe. C'est pour EDF. L'association d'EDF. Il dit la raison de mon engagement politique, c'est l'Europe, et il va plus loin, il dit et je me battrai pour, grosso modo, faire gagner l'Europe contre vous et contre la représentation nationale. Oui, en gros, c'est l'Europe plutôt que la France, ou contre la France. Une démonstration absolument sidérante de la traîtrise au plus haut niveau de l'État. Je sais qu'ici, le droit européen, on s'en bat un peu la casquette. Mais votre amendement, votre article, il est, je l'ai dit, je le répète, non conforme au droit européen. Alors que ces gens-là qui m'applaudissent s'en satisfassent, ça ne me surprend pas. Mais qu'un certain nombre de gens sur ce banc aient fait voter en commission un amendement non conforme au droit européen, personnellement, je le regrette. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs les députés, que la raison essentielle de mon engagement en politique, c'est la défense de l'Europe, et je la défendrai face à vous tous jusqu'au bout. L'Europe, nous l'avons changée, vous voulez en sortir, l'Europe, nous continuerons à la changer, mais nous y resterons. Le fait de nommer cette personne en tant que chargée de la souveraineté industrielle en dit long sur... Mais il faut se rappeler qui est Roland Lescure, hein. C'était la même personne qui, en ses écrits, appelait de ses voeux la cession du siège français au Conseil de sécurité de l'ONU, voire de la force nucléaire. Donc c'est quelqu'un qui a des traits, comment dire, de collaboration. Ah oui, on est sur un degré d'abjection, comme on disait tout à l'heure, qui est assez soufflant. En plus, il s'en cache même pas.
Je pense que pour lui, c'est quelque chose Il vient d'où ce monsieur? C'est un ancien du PS? Je sais plus très bien. Je connais pas son pédigré, mais en tout cas, c'est pas très Il est reluisant. député, alors il est député de la première circonscription de l'étranger. Je sais pas ce que c'est la première circo de l'étranger. C'est pas les États-Unis? Je crois que c'est l'Amérique du Nord, hein. Canada, États-Unis, Mexique peut-être. Voilà. Monsieur Lescure. Alors ma perle à moi, elle était, je vais dire 2 mots, ça peut paraître complètement déconnecté, mais c'est label rouge et farine d'insectes. Pourquoi? Et c'est lié en fait à l'Union européenne et c'est lié d'une manière générale à la gastronomie. On a appris cette semaine que l'Union européenne voulait remettre en cause le label rouge, donc un label d'excellence de qualité du poulet français. C'est d'ailleurs dans cette même semaine où on a appris que c'était fini, ça y est, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est la même Union européenne qui n'arrête pas de mettre des normes à nos éleveurs, à nos agriculteurs, mais qui, dans le même temps, signe des accords de libre-échange à tour de bras avec le reste du monde et qui met en concurrence nos agriculteurs et qui détruit ce label rouge. Donc ça, c'est assez quelque part sidérant et c'est inquiétant pour l'évolution de la gastronomie française. Et encore une fois, dans le même temps, il y a eu l'autorisation de la part de l'Union européenne d'introduire dans l'alimentation des farines d'insectes. Donc ça veut dire concrètement, et en plus c'est sous des dénominations latines, donc vous ne savez pas, ça va pas être marqué farine de grillon dedans, mais il sera possible dans les produits transformés. D'ailleurs, ça ne sera même pas indiqué pour les produits qui ne sont pas sous emballage, typiquement un morceau de pain comme ça chez boulanger ou autre, il n'y a pas d'obligation de l'indiquer. Et donc vous allez manger, vous ne le savez pas, mais du pain C'est à pas bientôt, la farine de grillon. L'autorisation est faite, donc ça devrait arriver, en sachant en plus qu'on parlait de souveraineté. Ces farines de grillon, elles sont produites au Vietnam, elles ne sont pas produites en France. Donc c'est-à-dire que vous allez mettre en concurrence pour le pain, pour tout un tas d'aliments, le céréalier français avec des producteurs au Vietnam de farine de grillon avec évidemment des coûts bien inférieurs. Donc vous allez avoir un effet par le prix de substitution et vous allez imposer aux Français de manger cela par le prix alors qu'ils ne seront pas conscients ni au courant. Et ça, c'est dramatique parce que quand on parle quand même de la France, la gastronomie et la France, ce sont deux choses complètement indissociables. Ça fait partie intégrante de l'identité de la culture française. Et d'ailleurs, c'est une des valeurs, je pense, qui est le plus partagée par les Français, peu importe leur origine, d'où qu'ils viennent. Il y a un attachement français à la gastronomie. Ça fait partie vraiment de notre identité. Et ça fait partie des nombreuses attaques de Bruxelles contre notre identité culinaire. Rappelez-vous, il y avait déjà eu des attaques sur les fromages, avec l'effet vouloir que des fromages pasteurisés et autres. On a comme ça des attaques assez régulière de Bruxelles contre la gastronomie française. Et ça, c'est évidemment scandaleux. Moi, je n'ai pas trop suivi ça. C'est pour. En fait, il y a une proportion de. C'est pour les protéines. Mais en fait, il y a c'est en proportion. Hein. Tu peux pas substituer la totalité des farines, mais il y a une proportion de farine d'origine animale, donc c'est des farines animales en fait, qui pourront être intégrées dans la composition de la pâte en fait. Et ils vont peut-être nous dire que c'est bon d'un point de vue écologique, mais moi, à titre personnel, chacun fait évidemment ce qu'il veut et est libre. À titre personnel, j'ai pas envie de manger de farine de grillon. Je veux rebondir quand même sur ce que tu as dit sur Bruxelles. Bruxelles veut, en fait, il faut bien illustrer le fonctionnement de tout ça. En fait, Bruxelles, c'est le deuxième plus gros cœur de lobbying du monde après Washington. Et les lobbyistes de l'agroalimentaire, et notamment américains, allemands, etc., profitent de ce cœur de lobbying mais pour justement, aussi, et français aussi, oui, bien sûr, pour attaquer ce qui fait ce dont tu parles. Et en fait, c'est pas une volonté politique en fait de Bruxelles de nous effacer, c'est juste l'organisation du lobbying. À l'origine, le lobbying, on disait le trafic d'influence en France. En l'appelant lobbying, ça passe beaucoup mieux, mais il n'en reste pas moins que c'est des industriels qui mettent l'argent au panier pour faire une espèce de corruption. Bon, c'était déjà arrivé il y a quelques années autour de la fabrication du chocolat. En France, avec l'introduction de matières grasses végétales, notamment, ça peut être la palme, etc., le copra, enfin ce genre de choses. La même chose Et l'idée, c'est de substituer une partie du beurre de cacao par des huiles, des matières grasses végétales. Et il y avait une montée au créneau des fabricants, notamment français et allemands, où les législations sont très contraignantes, belges aussi peut-être, où en fait tu peux pas appeler ça chocolat s'il n'y a pas 100% de beurre de cacao. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on trouve maintenant des
des produits avec écrit spécialité à base de chocolat. En fait, c'est pas du chocolat, parce que enfin, c'est pas dans notre législation du chocolat, parce qu'il y a une part de matière grasse végétale incorporée. Et on est à peu près dans le même type de phénomène, où en gros, effectivement, pour des raisons probablement de coût, hein, je suppose, j'ai pas les tenants et les aboutissants, on substitue une partie d'un produit initial qui est assez cher, en l'occurrence des farines céréalières, par un produit moins cher qui, au niveau de la texture, etc., produira les mêmes effets. En plus, quelles sont les conditions d'élevage? Enfin, moi, je Mais sais pas. il y a eu la Le même chose grillon, aussi. ça inspire pas Oui. beaucoup la confiance, quoi. Mais il y a eu la même chose aussi. Ouais, Oui, mais c'est très bon l'escargot. Il y a eu la même Ouais. chose sur aussi, rappelez-vous, l'huile de moteur dans l'huile de Ah tournesol. oui, c'est Il y vrai. a tout un tas à chaque fois, le miel, la viande de cheval qui venait de Roumanie, même si là c'était à leurs dépens, mais il y a tout un tas à chaque fois de scandales comme ça alimentaires dans le cadre de l'Union européenne. Et ça, ce sont des attaques contre l'identité française, et c'est aussi des attaques de tromperie du consommateur finalement, qui se targue à chaque fois de protéger le consommateur, l'Union européenne. On voit que dans la pratique et la réalité, c'est loin d'être le cas. J'ai une petite perle d'ailleurs qui n'a rien à voir avec les farines animales, mais l'Allemagne, la semaine dernière, a annoncé qu'elle allait déployer un programme important d'achat de Maid Battle Tank, donc de chars de combat principal, comme les Léopard 2 actuellement. Or, le seul blindé actuellement, à moins qu'elle les achète à l'étranger, mais dans l'espace européen, le seul blindé actuellement disponible, c'est celui qui est développé par KMV et Rheinmetall, qui serait un concurrent du futur blindé franco-allemand. Donc je suppose que le blindé franco-allemand est jeté à la poubelle. Il aurait peut-être fallu nous prévenir un petit peu plus tôt, en fait. Eh bien, merci messieurs pour cette conversation. Merci Antoine, merci Kylian, merci Charles-Henri. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous dis à bientôt. Nous vous disons à bientôt d'ailleurs. Et je laisse la parole à Charles-Henri pour le mot terminal. Merci Jean-Baptiste. Écoutez, j'espère en tout cas que ce format vous plaît. On va essayer de faire un format de ce type environ une fois par mois. Donc si cette vidéo, si ces débats vous ont plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Mettez une cloche si vous voulez être alerté des différentes vidéos. Mettez un commentaire aussi, c'est très important pour le référencement, et vous pouvez d'ailleurs aussi mettre en commentaire le nom des personnes que vous souhaitez inviter à cette émission qui est ouverte. Et si vous voulez, comme nous, reprendre le contrôle, eh bien, je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Vous avez le lien d'ailleurs qui est en description pour adhérer. Merci à tous et à très bientôt.